Mercredi 26 juin 2024, Marine Le Pen a répondu à une question du journal Le Télégramme en affirmant, je cite, « Chef des armées, pour le président, c'est un titre honorifique ». Fin de citation. Certes, il n'y a pas de définition précise de cette notion de chef des armées dans la Constitution de la Ve République française, mais sa déclaration pose quand même d'immenses problèmes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous pourrez ensuite juger vous-même des conséquences de cette déclaration à la fois inattendue et inédite. Premier point. Elle contredit ouvertement et explicitement le général de Gaulle, qui était, je vous le rappelle, le commanditaire de la Constitution de la Ve République, et qui s'était exprimé précisément sur ce point en 1962, juste avant le référendum qui a validé la redéfinition du rôle du président de la République, en le faisant élire au suffrage universel. Donc voici les mots du général de Gaulle. Dans les domaines essentiels de la politique extérieure et de la sécurité nationale, le président est tenu à une action directe, puisqu'en vertu de la Constitution, il négocie et conclut les traités, puisqu'il est le chef des armées, puisqu'il préside à la défense. Fin de citation. Donc c'est on ne peut plus clair. Deuxième point. Même si cette déclaration du général de Gaulle n'avait pas existé, l'idée que le président de la République ne soit pas le chef des armées remettrait en question la cohérence et la logique même de notre Constitution. Ce rôle de chef des armées a toujours été évident pour tout le monde jusqu'à ce mercredi, depuis l'élection du président au suffrage universel et depuis la mise en place de la dissuasion nucléaire. Ça, c'est très important. Et je vais tenter d'expliquer simplement le lien qui existe entre la doctrine de dissuasion nucléaire française et le fait que le président de la République est le seul chef des armées. Pour commencer, je vais encore citer De Gaulle. Le 3 novembre 1959, dans une conférence qu'il a tenue à l'école militaire, il a expliqué l'intérêt de développer la dissuasion nucléaire pour assurer l'indépendance militaire du pays grâce, alors je cite, à une force de frappe susceptible de se déployer à tout moment et n'importe où. Fin de citation. Or, pour que cette dissuasion puisse fonctionner correctement et au mieux, il faut évidemment une rapidité extrême. Ainsi, le président estime que les intérêts essentiels du pays sont en jeu, par exemple en cas d'attaque massive qui pourrait menacer l'existence même de notre pays. Le président doit pouvoir frapper dans les minutes qui suivent. L'idée même d'une concertation entre le président et le Premier ministre est absurde, pour plusieurs raisons. Une décision rapide ne peut être prise que par une seule personne, et sa légitimité ne peut venir que d'une élection au suffrage universel, par les électeurs de tout le pays, ce qui n'est pas du tout le cas du Premier ministre, évidemment. Alors pour conclure sur ce point par une idée forte, je vous ferai remarquer que ce n'est pas un hasard si De Gaulle a voulu l'élection au suffrage universel au moment historique et précis où la France était en train de se doter de l'arme nucléaire. Certes, il y avait d'autres considérations, mais là, il y avait un tournant historique dans la situation de notre pays, qui faisait partie des extrêmement rares pays dotés de l'arme nucléaire. Donc pour une responsabilité d'un tel niveau, il fallait une personne qui émane directement, je rappelle l'adjectif direct qui tenait à cœur à De Gaulle, donc il fallait une personne qui émane directement du vote de la majorité du peuple français. Troisième point. Avant Marine Le Pen, personne n'avait jamais songé à contester cette clé de voûte de notre système défensif. Le rôle de chef des armées pour le président de la République, donc la possibilité éventuelle d'une frappe nucléaire immédiate. Rappelons que notre pays a consacré à une certaine époque
jusqu'à 5% de son produit intérieur brut, 5% de ses ressources totales chaque année, pour le développement de cette dissuasion ultime. 5%. Il y avait donc deux buts stratégiques fondamentaux à cette époque, qui justifiaient une dépense aussi pharaonique. Être indépendant des États-Unis d'Amérique et se protéger de l'URSS. Au passage, cela n'avait rien à voir avec l'idée très étrange d'une équidistance entre les États-Unis et la Russie, idée défendue par la même personne dont nous parlons depuis tout à l'heure, parce que équidistance, ça ne correspond pas au fait d'être entre une personne dont on veut être indépendant, une personne ou une entité plutôt, et une personne ou une entité dont on veut se protéger. Ce n'est pas la même chose. Je vais prendre un exemple. Si je veux être indépendant de mes voisins quand je veux me protéger des voleurs avec mon propre système d'alarme, qui ne doit pas être connecté au système d'alarme de mes voisins, cela ne signifie pas du tout que je mets mes voisins au même niveau que les voleurs. Je veux être indépendant de mes voisins, être libre d'organiser moi-même mon système d'alarme ou de défense, mais ça ne veut pas dire du tout que je considère mes voisins exactement au même titre que les voleurs ou les agresseurs potentiels. Donc la notion d'équidistance n'a strictement aucun sens. À part un sens politicien, évidemment, de complaisance ou de justification de liens, entre parenthèses, scandaleux, avec une puissance totalement hostile à la nôtre. Parenthèse refermée. Mais c'était quand même important de préciser cela au moment où on abordait cette question de la dissuasion nucléaire et de l'indépendance de la France, surtout à l'égard des États-Unis, tout en restant, évidemment, du même côté que les États-Unis. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, je voudrais surtout insister sur le fait que la doctrine française de dissuasion nucléaire ne peut fonctionner que si le président de la République est élu au suffrage universel et s'il est le chef des armées. Parce que finalement, toute cette doctrine, c'est un tissage de notions, de décisions, de responsabilités, de matériel, de définition du nombre de matériel, de type de matériel, tout ça va ensemble. Et la clé de voûte, c'est que le président de la République est le chef des armées. Si on change cette clé de voûte, tout le système doit être modifié et perd toute sa pérennité et toute la logique de son fonctionnement. Donc ce n'est pas changer une pierre au hasard dans une cathédrale pour la remplacer par une nouvelle pierre, c'est pas ça. C'est remplacer la pierre qui peut faire que toute la cathédrale s'effondre. J'insiste là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en créant un doute, tout à coup, après 62 ans, sans que personne n'ait jamais contesté ce rôle du président de la République comme chef des armées, un doute, tout d'un coup, après 62 ans, comme ça. Marine Le Pen a inséré un coin destructif dans la dissuasion nucléaire française, qui est particulièrement efficace en termes de pouvoir de nuisance, précisément parce que le monde entier sait que le président français a ce pouvoir d'agir seul et la légitimité du peuple français pour le faire. Même le président des États-Unis n'a jamais eu ce pouvoir, j'insiste. Le président des États-Unis n'a jamais eu ce pouvoir, puisqu'il ne peut pas, lui, prendre une telle décision seul, d'après la Constitution américaine. Donc, on peut considérer que le président russe pourra dire merci à Marine Le Pen, puis pour cette déclaration qui a fragilisé comme jamais la clé de voûte du système défensif français. Merci de m'avoir écouté.